Je ne sais pas si vous avez suivi, mais vous avez dû suivre ou du moins regarder le titre de ce live. Il y a eu des élections récemment au Chili, et notamment le deuxième tour opposait la gauche, notamment la coalition sortante, plutôt gauche socialiste, voilà, la coalition de gauche, un peu le NFP chilien, on va dire, à un candidat d'extrême droite, fils de soldat de la Wehrmacht, réfugié au Chili après la Seconde Guerre mondiale. Et donc c'est le nazi qui a gagné. Écoutez, c'est une véritable razzia électorale qui a performé José Antonio Cast depuis le nord du pays, à la frontière péruvienne, jusqu'à l'extrême sud, jusqu'à la Patagonie. Il a tout remporté. Et oui, c'est ça, c'est qu'il y avait un écart de voix de genre 10 points à peu près. Et genre, quand vous regardez les cartes électorales, c'est pas genre à certains endroits la gauche l'a emporté. Non, partout il a gagné. Genre, c'est vraiment dans tous les départements. Enfin, je sais pas s'ils appellent ça des départements au Chili, mais bref, dans toutes les régions. Il a emporté largement dans toutes les régions. C'est vraiment genre, il a fait un braquage sur le pays, quoi. Donc ils ont choisi en leur âme et conscience. Oui, donc c'est vraiment un choix politique du peuple chilien. C'est pas un truc en mode oh là là c'était serré et en fait à certains d'autres endroits la gauche l'a emporté. Donc non, c'est vraiment le peuple chilien est fasciste. Les résultats sont sans appel et les Chiliens sortent dans la rue en ce moment et la nuit s'annonce longue. Les Chiliens vont faire la fête ce soir. Alors on sait que ce scénario de ce retour de l'extrême droite au pouvoir a été redouté notamment par de nombreux Chiliens. Qu'en est-il aussi des femmes? Est-ce qu'elles craignent aujourd'hui pour leurs droits? Y a-t-il un risque réel pour les droits humains au Chili? Bon, déjà, assez précis que son premier réflexe ce soit de poser la question des femmes et pas des indigènes, des minorités. Bref. Après, oui, une grosse question sur le Chili vis-à-vis notamment du droit à l'avortement, etc. Alors, en ce qui concerne la cause des femmes, ce qui est sûr, c'est que José Antonio Cast est ultra-catholique et que donc la question notamment de l'avortement, du droit des femmes, même du divorce, pourrait être remise en question au Chili. C'est évidemment une grosse préoccupation pour les opposants à Cast. Et puis surtout, c'est le premier président, depuis le retour à la démocratie, à ne pas condamner et même à revendiquer l'héritage de la dictature. Et donc voilà, et un autre point aussi à lui, c'est que lui, il revendique Pinochet. Il dit Pinochet, c'était bien. Genre le dictateur qui a enfermé, massacré son propre peuple et qui a permis l'entrée de tous les capitaux uniens pour mettre en place une doctrine de choc économique qui a complètement détruit en profondeur le pays et qui fait en vrai qu'aujourd'hui le Chili est un pays de droite aussi en grande partie, en mode basé. C'est génial. Genre c'est vraiment... Moi je trouve que vraiment cette histoire c'est vraiment Chaputó Intensified, tu vois. C'est vraiment genre déjà le Chili, c'est le pays vraiment l'exemple typique dans lequel il y a une dictature qui est mise en place par la CIA avec le militaire fasciste Augusto Pinochet qui déjà détruit, qui massacre son peuple et en plus de ça qui met en place une politique économique néolibérale agressive et du coup le fils de nazi qui se revendique de ça et de poursuivre ses politiques néolibérales de Pinochet, etc. Genre par exemple quand on parle de la retraite à points par exemple, au Chili c'était ce qui avait été mis en place par Pinochet par exemple et en gros sous le gouvernement socialiste de la précédente là du coup qui vient d'être défait par ce fasciste, ils avaient mis en place un principe de contribution des entreprises au système de retraite et genre c'était le truc waouh, genre c'était en mode waouh politique de gauche de fou, on va faire contribuer les entreprises aux caisses de retraite quoi. Genre c'est vous dire à quel point aussi bref c'est bref Chaputó Intensified, les néolibéraux, le nazisme c'est les mêmes. La dictature chilienne a duré de 73 à 90, elle a fait 3000 morts, des dizaines de milliers de torturés, elle a poussé 200 000 personnes à l'exil et Cast ne cache pas qu'il compte gracier plusieurs des militaires qui ont été jugés, qui ont été condamnés, qui sont aujourd'hui en prison. Donc t'as des gens qui ont massacré, enfermé, torturé le peuple chilien, qui ont été condamnés pour ça, qui sont en prison, et le mec il veut les gracier. Je pense qu'on mesure pas le tiers de fascisme dans lequel le Chili est en train de s'enfoncer quoi. Et puis voilà, le reste de son agenda en termes de liberté individuelle est à l'avenant. Il est par exemple anti-mariage pour tous. Assez étonnant, c'est que pour la plupart des électeurs avec qui j'ai pu parler, c'est pas un sujet vraiment déterminant pour leur vote. La dictature leur semble lointaine, les plus jeunes ne l'ont même pas connue. Et oui, c'était il y a longtemps, vous comprenez la dictature. Non, on n'a pas connu ça. Oh, vous savez, on oublie très très vite après tout. Et puis, c'est pas ce qui compte. Est-ce qu'il est pro-dictature? Est-ce que machin? Non. Nous, ce qui compte, c'est qu'il a une politique anti-immigration. Et puis surtout, beaucoup comptent sur le Sénat, sur le Congrès, sur les députés, pour agir comme des contre-pouvoirs au cas où Cast aurait des velléités un peu trop autoritaires. Donc au cas où il aurait des velléités un peu trop autoritaires, sachant qu'il se revendique du mec qui a rendu illégale l'opposition, il parie sur l'opposition pour mitiger
Bah non, en fait. Tu sais, c'est vraiment, encore une fois, pour moi, c'est vraiment un scénario assez classique, en fait, finalement, de monter de l'extrême droite sur le dos d'une espèce de confiance excessive de la population en la stabilité des institutions. Non, en fait. Genre, une fois que tu fais rentrer le loup dans la bergerie, c'est finito, en fait. Ça semble être un pari risqué, mais en tout cas, c'est celui que font aujourd'hui les Chiliens en votant majoritairement pour l'extrême droite. Oui, c'est ça, c'est le même qu'on a en France, avec si Marine Le Pen est élue, elle ne pourra pas gouverner, ne vous inquiétez pas, tout va bien, etc. etc. Donc on va lire un petit peu l'article de l'UMA, qui détaille un petit peu plus qui est du coup ce nouveau président, José Antonio Cast, donc ce nouveau président d'extrême droite du Chili, qui a donc succédé. Et il faut se dire quand même le grand écart qu'il y a. C'est-à-dire qu'avant ça, il y avait un gouvernement de gauche avec une espèce de Mélenchon chilien. Enfin, Mélenchon. Disons que c'est quelqu'un qui venait notamment des mouvements étudiants, des mouvements de gauche étudiants, etc. Et qui a mené une coalition populiste de gauche pour changer la constitution, pour, etc., pour plein de réformes sociales, etc., qui s'appelle Gabriel Boric. Je vais revenir sur la constituante parce que c'est très très important pour comprendre ce qui s'est passé et pourquoi je suis pas tout à fait d'accord avec la France Insoumise aussi là-dessus. Mais le grand écart qui a été fait est fou. C'est-à-dire que tu passes d'un gouvernement plutôt à gauche, plutôt bien ancré à gauche, alors évidemment avec une coalition, on va dire gauche radicale, centre-gauche, bien évidemment, une coalition assez large, etc., avec un bloc de gauche qui a eu besoin de se rassembler pour l'emporter, etc. Oui, je sais, les gens qui disaient MDR, Boric et la fille, non, oui, je sais que, comment dire, Boric était un peu surnommé comme un peu le Mélenchon de gauche, etc., parce que ça correspondait un peu à la nouvelle génération de militants de gauche, et du coup, quand les gens ils pensent à ça en France, c'est les militants insoumis, mais oui, il est, en vrai de vrai, il est... Mais bref, vous avez capté. Donc ça, c'est pour ça qu'on dit que c'était le NFP qui était au pouvoir, c'est que c'était aussi cette coalition-là, où il y a eu, en réalité, en fait, c'était plutôt un retour à une politique de centre-gauche, mais quand même un peu plus à gauche, un peu plus marqué dans l'héritage des mouvements sociaux, etc. Sauf qu'en fait, cette coalition à gauche, elle s'est retrouvée face à beaucoup d'obstacles. Le premier obstacle, c'était déjà elle-même, c'est-à-dire une répression des manifestations qui a beaucoup déçu une partie des mouvements sociaux qui les ont menés au pouvoir. Et ensuite, il y a eu cette fameuse constituante, et une constituante qui a été un très beau processus d'élaboration politique, c'est-à-dire qu'ils ont fait une constituante avec des gens tirés au sort, avec des gens... je sais pas s'il y avait des gens élus à la constituante, mais bref, vraiment ce processus que nous, on demande à la France Insoumise, tu vois, de faire une constituante, d'écrire une nouvelle constitution. Et en fait, les résultats de cette constituante ont été tellement plus radicaux et tellement plus à gauche que presque ne l'était le reste du pays. C'est souvent ce qui arrive quand tu mets en place un processus citoyen où, en fait, le processus amène du coup à avoir des solutions beaucoup plus radicales que tu aurais pu le penser si tu avais demandé leur avis aux gens avant qu'ils se mettent dans ce processus-là. Bah, en fait, cette constituante s'est retrouvée face à une campagne médiatique intense, avec tous les médias de droite qui ont commencé à dire, en gros, dans la constituante, il y avait notamment un plafonnement de l'héritage. Et en gros, t'as une campagne médiatique intense avec des pubs à la télévision qui ont martelé une pub où tu vois un vieillard un peu prolétaire qui pleure, qui dit « Waouh, je vais bientôt mourir. Et quand je pense qu'à cause de la nouvelle constitution de Gabriel Boric, je ne pourrai pas transmettre ma maison pour laquelle j'ai économisé toute ma vie à la sueur de mon front, etc. etc. » Donc ce genre de pub complètement malhonnête qui correspond absolument pas à ce que c'était exactement le projet de plafonnement de l'héritage, parce qu'en réalité ça touchait que les ultra riches, mais bref. Mais ce genre de campagne médiatique, tous les jours, martelée à la télé pour défaire la constituante. Et du coup, au moment du référendum pour approuver la nouvelle constitution, évidemment, la constitution a été battue dans les urnes et la nouvelle constitution n'a pas été adoptée. Et en fait, pourquoi je vous parle un petit peu de cette constituante, c'est que le gouvernement de gauche, encore une fois, on peut dire c'est pas aussi à gauche qu'on l'aimerait, c'est pas machin, etc. Mais il faut imaginer le degré de radicalisation de la bourgeoisie, rien que parce qu'ils ont eu un gouvernement social-démocrate. Et que la victoire, la montée en puissance de Cast a été le résultat aussi d'une radicalisation très intense de la bourgeoisie, parce qu'on leur a repris un poil de profit pour revaloriser les retraites, pour augmenter les salaires, etc., etc. Donc voilà, donc ce qu'on va lire dans l'article, c'est ce qui arrive quand la bourgeoisie se radicalise à un tel point. Donc José Antonio Cast, héritier du dictateur fasciste Augusto Pinochet, a remporté dimanche 14 décembre la présidence du Chili. L'ultra-conservateur, opposé à l'avortement et obnubilé par la lutte contre l'immigration, a recueilli près de 58% des suffrages contre 42%. Pour son opposante, la candidate communiste Janette Jara. Regarde juste cet écart, quoi. 58 à 42. C'est bref. Donc, l'issue d'une campagne présidentielle où la criminalité et l'immigration ont été au centre des débats a donné l'extrême droite victorieuse. Et c'est ça aussi, tu vois, c'est encore une fois les sujets qui ont été criminalité et immigration
l'immigration. On va venir après sur les torts de la gauche, mais la gauche n'a pas réussi non plus à imposer un contre-discours à ça. Et la fille qui dit centre-gauche a l'air qu'elle est communiste. On va y venir. Les électeurs chiliens ont élu dimanche 14 décembre le chef de file du parti républicain, José Antonio Cast, à la tête du pays d'Amérique du Sud. L'ultraconservateur de 59 ans a recueilli environ 58% des suffrages contre 42% pour son opposante, l'ex-ministre communiste Janet Jara, représentant une vaste coalition de gauche. Elle, c'était l'ancienne ministre du Travail. Elle notamment qui était à l'origine de la hausse des salaires, etc., qui était passée sous le gouvernement de Boric. La faute d'avoir une seule liste à gauche. Ah bah alors du coup, en effet, c'était une coalition unie qui s'était présentée, etc. Ce qui fait qu'entre le premier et le deuxième tour, il n'y avait pas de réservoir de voix, etc. Et en gros, le fasciste, il a disposé du report de voix du candidat libertarien qui, sur les dernières semaines de la campagne, avait monté en flèche dans les sondages et lui a garanti un bon réservoir de voix pour le report au second tour. Le président nouvellement élu s'est retrouvé en tête dans l'intégralité des 16 régions du Chili. Donc voilà, ce que je vous disais, c'est vraiment, il a gagné partout. Genre, c'est vraiment, le Chili a unanimement voté pour un nazi, y compris celles considérées comme des bastions de la gauche, telles que Valparaíso ou la région métropolitaine de Santiago, la capitale. Nous allons instaurer le respect de la loi dans toutes les régions, a lancé le vainqueur du scrutin, face à des milliers de partisans réunis devant le siège du Parti républicain, dont il est le fondateur, dans le quartier de Las Condes à Santiago. Las Condes, quartier ultra riche, enfin bref, l'un des plus aisés du pays. La fin de l'immigration illégale. Près de 16 millions d'électeurs étaient appelés à départager les deux camps. Les sondages anticipaient une large victoire de José Antonio Cast. Au premier tour, mi-novembre, les deux finalistes avaient chacun recueilli un quart des suffrages, avec une légère avance pour la gauche. Mis ensemble, les forces de droite totalisaient 70%. Le président élu, qui prendra ses fonctions en mars, a reçu les félicitations du chef de la diplomatie états-unienne, Marco Rubio. Ah ben tiens, quelqu'un dont on parlait dans nos streams sur le Venezuela là, tiens. Quartier de Las Condes ni à bourgeois facho. Ah ouais, je te jure. Donc Marco Rubio qui a loué des priorités communes, notamment le renforcement de la sécurité publique, la fin de l'immigration illégale et la revitalisation de notre relation commerciale. C'est génial. Le renforcement, la fin de l'immigration illégale, quoi que ça veut dire pour le Chili, et surtout la revitalisation de la relation commerciale entre le Chili et les États-Unis. Surtout, vous allez rester dans le giron, vous allez faire du biz avec nous. Parce que vous avez des réserves de cuivre, vous avez pas mal de réserves de lithium aussi dans le nord. Voilà, le Chili, c'est un pays quand même assez riche en ressources naturelles. C'est un pays certes très étroit, mais qui a accès, notamment dans son nord, au lithium, au cuivre, etc. Son homologue libertarien et dirigeant de l'Argentine, Javier Milei, a fait de son côté part sur X, alors c'est pas son homologue du coup parce que c'est pas le chef de la diplomatie, mais ok bref, a fait de son côté part sur X de son immense joie après l'écrasante victoire de son ami. Le président d'extrême droite s'est ensuite projeté dans une alliance entre les deux pays afin de se libérer du joug oppresseur du socialisme. Ah ben là, ça c'est vraiment l'international fasciste. Ils sont partis pour libéraliser le tout, c'est déjà fait. Mais la vérité à Yonada, c'est que la gauche n'a pas tant privatisé des trucs. En vrai de vrai, genre, la gauche, qu'est-ce qu'elle a fait? Ouais, elle a augmenté les salaires, elle a revalorisé les retraites et elle a allé un petit peu plus taxer les riches, mais vaguement plus quoi. Genre c'est même pas qu'ils vont tout libéraliser, c'est qu'en fait ils ont quasiment rien à faire. Toute l'infrastructure économique est déjà ultra libérale au Chili. Non, c'est une catastrophe. Au Brésil, le président de gauche Luis Ignacio Lula da Silva s'est contenté de souhaiter beaucoup de succès aux futurs dirigeants chiliens. La victoire de José Antonio Cast ravive les cendres du fascisme dans un pays endeuillé par des décennies de dictature. Le prochain président du Chili s'est fait connaître en 1988, comme par hasard, en militant pour le maintien au pouvoir d'Augusto Pinochet. Et j'avais vu passer sur Twitter que c'était le tout premier président qui avait voté oui pour le référendum de 88. Et du coup, il y a des gens qui avaient dit ah mais tiens, c'est quoi ce référendum exactement? Et donc en gros, c'était sur le référendum de est-ce que Augusto Pinochet doit rester au pouvoir. En gros, c'est le seul président du Chili depuis la fin de Pinochet qui a voté oui au référendum pour le maintien au pouvoir de Pinochet. Référendum qui donc, rappelons-le, qui a vu l'emporter le non et qui a été le début du coup du retour à la démocratie du Chili. En militant pour le maintien au pouvoir d'Augusto Pinochet, autocrate militaire ultralibéral et d'extrême droite. Au moins 3200 citoyens ont été tués, sans compter les nombreuses disparitions entre 1973 et 1990. Issu de l'immigration allemande, José Antonio Cast est le fils d'un membre du parti nazi et le frère de Miguel Cast, ex-directeur de la Banque Centrale Nationale sous Pinochet. Donc un des mecs qui a mis en place les politiques ultralibérales, néolibérales au Chili, etc., qui a fait du Chili ce laboratoire du néolibéralisme sous le fascisme de Pinochet, c'était son frère. C'est super, c'est génial. En vrai, ça fait bader de fou. Une fois le résultat de dimanche soir connu, des militants se sont réunis pour scander le nom et brandir des portraits de l'ancien dirigeant, rapporte l'agence France Presse.
Donc voilà, une fois Cast élu, t'as des gens qui sont sortis dans les rues avec des portraits de Pinochet pour dire ouais, Pinochet, Pinochet. Opposé à l'avortement. Jeannette Jarrat, 51 ans, ex-ministre du Travail du président sortant Gabriel Boric, s'était illustrée avec plusieurs réformes sociales. Réduction du temps de travail de 45 heures à 40 heures. Oui, il faut savoir aussi, voilà, les conditions de travail au Chili. Bref. Donc réduction du temps de travail de 45 heures à 40 heures par semaine, augmentation de plus de 50% du salaire minimum, hausse des pensions ainsi que des cotisations patronales. Sachant que les cotisations patronales, c'était rien du tout. Hein. Genre, encore une fois, hein, toutes ces politiques de hausse, c'était par rapport à quasiment rien avant, en termes de cotisations, en termes de pension, bref. La candidate issue des rangs du Parti communiste du Chili a rapidement reconnu sa défaite et promis une opposition exigeante. Malgré des propositions de réforme sociale, elle n'a pas pu inverser la tendance prise par la campagne. En face, José Antonio Cast a basé sa candidature sur un discours autoritaire, avec la lutte contre la criminalité en ligne de mire, raciste, avec la promesse d'expulser près de 340 000 migrants jugés en situation irrégulière, et masculiniste, en s'opposant à l'avortement, même en cas de viol, ainsi qu'au mariage des couples de même sexe. Nous étions très fatigués à l'échelle du pays par l'usure économique, la droite nous manquait, a déclaré Maribel Saavedra, une travailleuse sociale de 42 ans, en ouvrant une bouteille de champagne. Putain, les travailleurs sociaux. Not all. Mais bon, t'es travailleuse sociale et t'es heureuse que les fascistes arrivent au pouvoir. Mais putain, t'étais fatiguée, la droite te manquait en tant que travailleuse sociale. Quoi, ça donnait plus de travail? T'avais dit champagne de Teco, mais attends, mais t'es travailleuse sociale de quoi? Bref. Parmi ses préoccupations, l'électrice cite le renforcement du pays par le travail, ça veut rien dire, la régularisation de la question migratoire. Le média de gauche argentin Página 12 rappelle que la campagne s'est concentrée presque exclusivement sur la hausse de la criminalité et l'immigration irrégulière, alors même que le Chili reste un des pays les plus sûrs du continent avec un taux d'homicide de 6 pour 100 000 habitants. Et ça aussi, c'est aussi ça la dinguerie, c'est que Cast, le fasciste, a gagné grâce à une campagne médiatique unanime centrée uniquement sur la sécurité et l'immigration. Et que c'est aussi comme ça que le cadrage médiatique a fait élire le nazi au pouvoir aussi, tu vois. C'est qu'il y a un truc de, on va revenir après sur les manquements de la gauche au pouvoir, et Dieu sait qu'il y en a, mais il faut pas oublier que derrière, c'est aussi une campagne qui a été unanime et que sur aucun média, la gauche n'a réussi à inverser la tendance. Parce que tous les médias sont possédés par les mêmes milliardaires, qui sont dans les mains des nazis et qui eux aussi aimaient bien quand il y avait Pinochet. Beaucoup de gens se sont laissés emporter par la campagne de la peur et par l'ignorance, regrette Gabriela Acevedo, 21 ans, étudiante en éducation spécialisée et électrice de Jeannette Jarrat. À peine élu, le candidat du Parti républicain a affronté sa première manifestation sur la Plaza Italia, épicentre à Santiago de la révolte sociale de 2019, donc révolte sociale, des rangs desquels ont été issus toute la génération en fait de Gabriel Boric, etc., etc. Donc c'est vraiment un lieu, c'est pas la place de la République, mais un truc, voilà, c'est vraiment la place où il y a eu les grosses manifestations vénères qu'il y avait à l'époque, quoi. Des dizaines de protestataires y ont été victimes de la répression policière dont l'usage d'un canon à eau, annonce la presse locale. Reste à espérer que la mobilisation se poursuive. Un appel réitéré par Jeannette Jarrat après l'annonce des résultats. Aujourd'hui, il n'y a pas de place pour le découragement, il nous reste du travail à accomplir, nous serons une opposition proactive et exigeante. Donc voilà un petit peu sur qui a gagné au Chili. Il y a France Culture qui a fait un sujet sur pourquoi l'héritage de Pinochet ne constitue plus un repoussoir électoral et qui essaye d'analyser, alors je sais pas ce qu'il vaut encore une fois, hein, historien à l'Institut d'études d'Amérique latine, non ça devrait être stylé quand même, qui explique un peu comment ça des Chiliens ont voté pour l'héritier de Pinochet. Genre, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Genre, comment est-ce que les Chiliens ont pu aussi vite en fait revenir à l'époque de la dictature? Donc voyons voir ce que nous en dit France Culture. Le candidat ouvertement pinochetiste José Antonio Cast a été élu président 35 ans après la fin de la dictature. 35 ans, hein. C'est pour ça que l'argument de non, mais les gens ils sont trop jeunes pour avoir connu la dictature. Mais en France, les gens ils sont trop jeunes pour avoir connu le nazisme, mais ils savent encore que. Bon, tu me diras après, je sais pas, on l'a pas connu chez nous, c'était pas bon. Vous n'irez les Allemands non plus, mais 35 ans. Genre, c'était il y a pas si longtemps que ça en fait. Et les darons, ils vont dire quoi en fait? Les darons, ils peuvent te raconter comment c'était, non? Vous êtes historien, professeur à l'université Sorbonne Nouvelle, à l'Institut des hautes études d'Amérique latine et membre de l'Institut universitaire de France. Quels sont les résultats de cette élection? Alors, ils sont entièrement consolidés à l'heure actuelle. En gros, José Antonio Cast, 58%, Jeannette Jarrat, 42%. Donc, c'est une victoire extrêmement large pour le candidat qui, effectivement, incarne une extrême droite, puisqu'il y a une droite encore plus radicale que la sienne qui s'est ralliée à lui, d'ailleurs, et dans une certaine mesure, un certain vertige, à la fois par rapport à la séquence politique qui s'était ouverte en 2019 et où on avait l'impression que la demande du peuple chilien, c'était plutôt d'avoir de l'État social, de l'interventionnisme, et puis aussi un vertige à l'échelle des 50 dernières années quand on voit le spectre de la dictature ressurgir. Alors, on va en reparler juste sur la question donc de l'élection. Oui, c'est qu'en même pas
à 5 ans, on est passé d'un peuple chilien qui demande largement des politiques sociales à un peuple chilien qui dit « Oh, la gauche, c'est bon, hein. Oh, pouf, oh, ça commence à être long, là, 5 ans, ça commence à être un petit peu long, maintenant, on veut le fascisme !» Sur cette élection, il y a eu un changement de modalité du vote. Alors, effectivement, c'est la première élection présidentielle avec un vote obligatoire. Pour vous donner un ordre d'idée, hein, on avait 8 millions de votants au second tour en 2021. Nous avons eu 13 millions et demi de votants. Donc, en fait, en gros, on a 5 millions de nouveaux électeurs qui sont apparus. Et concrètement, on sait ce qu'ils ont fait. Ils ont voté à l'extrême droite. Pour dire les choses un peu plus précisément, Janet Rala, elle fait en gros 1 million de voix de plus que Boric, qui avait gagné en 2021. Mais Kast double son score. Kast avait fait 3,6 millions de voix, donc perdant 44% en 2021. Là, il fait 7,2 millions de voix. Je laisse tomber l'idée du vote obligatoire, mais c'est parce qu'en fait, les gens, le vote obligatoire ne sert à rien si tu ne l'accompagnes pas d'une politique d'information citoyenne. Évidemment que, en fait, l'idée du vote obligatoire en soi n'est pas une idée parfaite, etc. C'est pas juste parce que tu vas mettre le vote obligatoire que les gens, magiquement, ils vont voter pour leur intérêt. Si tu mets le vote obligatoire, mais que tu mets aucune politique publique en place pour informer les gens sur le système électoral, sur le système politique, sur le truc, etc., bah en fait, oui, ça exactement, c'est à double tranchant, quoi. Si tu ne te donnes pas les capacités d'avoir des citoyens actifs et qui se sentent concernés par leur vie sociale, évidemment qu'il va rien se passer, quoi. Alors maintenant, il faut comprendre, Olivier Compagnon, pourquoi ils ont voté à l'extrême droite. Vous dites qu'il y avait un parti plus à droite. Qu'est-ce qui distinguait le parti de José Antonio Kast de l'extrême droite, de l'ultra-droite, je ne sais pas comment la nommer? Alors, on a beaucoup dit que le premier tour, donc il y a 3 semaines, avait été une primaire de la droite. Sachant que la gauche avait fait une primaire avant de se lancer dans les élections. Donc la gauche avait déjà fait sa primaire, mais sauf que le premier tour, c'est la primaire de la droite, quoi. On avait, d'une part, la droite conservatrice traditionnelle chilienne, mais issue elle-même déjà de la dictature et de l'histoire de la dictature, Evelyne Matei, qui s'est relativement écroulée puisqu'elle a fait 12%. On avait Kast qui arrive au second tour et on avait à sa droite une sorte de Milei chilien qui s'appelle Johannes Kaiser. T'avais Kast le nazi et le libertarien il s'appelait Kaiser. Non mais franchement le Chili pays de nazis en fait, genre qu'est-ce qu'ils ont là? C'est quoi ces noms de merde là? Kaiser, oui mais carrément hein, bien sûr hein, oui bah. Il y avait encore plus nazi que le nazi, oui. Bah il y avait un nazi libertarien et lui c'est un nazi catholique. Qu'est-ce que ça change? Les deux sont contre l'avortement, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Au fond, ils ont tous fait campagne sur le binôme sécurité-migration, qui a effectivement été la grande question qui a occupé les 6 derniers mois de l'actualité politique au Chili. Pourquoi grande question? Est-ce qu'il y a un problème d'insécurité au Chili? Oui et non. Alors, pourquoi la campagne a été portée sur la sécurité et sur la... On se demande bien, ce serait pas parce que les médias sont possédés par des groupes privés qui ont intérêt à des politiques de droite? Non, c'est probablement parce que le Chili, c'est plus ce que c'était, quoi. De l'insécurité, de la délinquance ont augmenté à l'échelle des 10 dernières années, mais ont tendance à baisser depuis peu, grâce d'ailleurs à toute une série d'actions qui ont été mises en œuvre par le gouvernement Boric. Ça, c'est le truc le plus frustrant. T'as un gouvernement de gauche qui a mis en place des politiques sociales qui ont contribué à faire baisser la délinquance et la criminalité. Bah oui, parce qu'en fait, spoiler alerte, quand les gens ils sont moins pauvres, il y a moins de criminalité. Oui, rien qu'en 4 ans, et encore une fois, comme tu le dis, Hélène Taille, 4 ans, c'est très très peu pour aussi voir les résultats des politiques sociales que tu mets en place. Et donc, qu'est-ce qui se passe derrière ça? Après que cette politique de gauche ait contribué à faire baisser la délinquance, la droite est élue pour stopper la délinquance. C'est vraiment, ça s'en vante pas, quoi. Aujourd'hui, quand on compare le Chili au reste de la région, en fait, c'est un pays très sûr. La moyenne d'homicides dans la région latino-américaine aujourd'hui, c'est 20 homicides pour 100 000 habitants. On a des pays comme l'Équateur, c'est 38 homicides pour 100 000 habitants. Le Chili, c'est 6. Équateur, autre pays de droite complètement fasciste avec des cathos au pouvoir, by the way. Donc, effectivement, des choses ont changé. Les formes de la violence ont changé. Ont beaucoup changé, puisque l'Équateur était, par exemple, un pays relativement... Alors, les formes de la violence ont beaucoup changé. Ah oui, il y avait un gouvernement de gauche en Équateur. Et après, il s'est fait dégager. Et tous ces anciens ministres ont pris du sale. On sait que une bonne partie de ces homicides sont liés à des groupes mafieux, transnationaux, liés au trafic de drogue, comme dans de nombreux pays d'Amérique latine, comme en France aussi, dans une certaine mesure. Et donc, ça a fait émerger dans la société chilienne des formes de violence assez inédites, des formes de brutalité, mutilation, enlèvement, séquestration, enfin, etc., etc. Et ça a évidemment beaucoup marqué l'opinion. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'un lien presque mécanique a été fait entre l'émergence de ces nouvelles formes de violence et le contexte migratoire qui, par ailleurs, est très important. C'est l'afflux massif, au Chili comme ailleurs, de très nombreux Vénézuéliens. Ah, des Vénézuéliens. Mais attends, le Venezuela, du coup, c'est une méchante dictature qui fait du mal à son peuple, ou c'est des méchants immigrés qui vont amener de la violence au Chili?
Oui, parce qu'évidemment, quand on parle de l'immigration d'Amérique latine, c'est l'immigration interne à l'Amérique latine, hein. Les gens ne croyaient pas qu'ils ont des Arabes qui viennent chez eux, hein. Bon, c'est loin quand même, mais ça coûte cher l'avion. Mais donc, c'est des réfugiés. Du coup, parce que si pour vous, le Venezuela, c'est une horrible dictature et qu'en plus, là, le Venezuela, ils subissent la guerre des États-Unis, le blocus, etc. Donc, tu veux dire que les pauvres du Venezuela, ils essayent de fuir leur pays pour, je sais pas, éventuellement avoir des meilleures perspectives sociales, économiques, parce que globalement, leur pays, c'est la sauce. Et du coup, oui, vous me direz, c'est pareil pour les Africains, hein. C'est pareil pour les gens du Moyen-Orient. Ouais, en fait, c'est partout pareil, vous me direz, en fait. Non, c'est vrai. Comme si les Français traitaient les Belges comme tels. Pas exactement. C'est comme si on traitait plutôt les Ukrainiens comme ça. Plutôt un truc comme ça. L'immigration est une notion qui a beaucoup pesé dans l'élection. Alors, ça a été, là encore, hein, avec le binôme sécurité, avec un lien de cause à effet qui reste très largement à démontrer. Effectivement, hein, le Chili accueille en ce moment entre 750 000 et 800 000 Vénézuéliens, notamment, plus des migrants originaires d'autres pays, souvent des pays voisins, avec une part d'immigrants qui sont aujourd'hui clandestins. Beaucoup du Pérou aussi, hein, faut le souligner, beaucoup du Pérou et de l'Équateur. Parce que bon, il y a évidemment le Venezuela, mais le Pérou où c'est les fascistes au pouvoir et qu'en face, t'as aussi des guérillas marxistes qui ont fait pas mal de victimes dans les affrontements avec la junte fasciste au pouvoir, etc. Et t'as beaucoup d'immigration péruvienne. Moi, je me rappelle quand j'étais en Argentine, littéralement en bas de ma rue, j'étais dans un quartier d'immigration bolivienne et péruvienne, et t'avais des rixes et des règlements de compte entre Boliviens et Péruviens, par exemple. Et donc, en fait, t'as des phénomènes d'immigration qui, du coup, font que, du coup, t'es pauvre et du coup, l'économie dans laquelle t'arrives à t'insérer, c'est beaucoup une économie parallèle, une économie, du coup, qui arrive avec son lot de violence, d'illégalisme, etc., etc., etc. L'engrenage de la violence, les gens sont pauvres et du coup, oui. Enfin, bref, quoi. L'une des propositions de Caste, c'est je renvoie très rapidement, et là on a du Trump dans le texte en quelque sorte, entre 300 et 350 000 de ces migrants vénézuéliens, ce qui accessoirement est pratiquement infaisable. Il n'empêche que ça a été la grande question, et sur les autres points qui pouvaient aujourd'hui traverser la société chilienne, Caste s'est très peu exprimé. On dit beaucoup qu'il a fait une non-campagne. Il n'a pas ressorti ses vieilles marottes, son opposition au mariage des couples de même sexe, son opposition radicale à l'avortement, même en cas de viol, etc. Il n'a pas ressorti tout ça, il a fait une sorte de non-campagne uniquement fondée sur cette question migratoire. Donc le mec, il n'a pas fait campagne, il a juste dit l'immigration, l'insécurité, il a gagné. Même pas eu besoin de parler de questions sociales, même pas eu besoin de parler de quoi que ce soit, c'est juste l'immigration. En fait, c'est ça qui est horrible et ça qui est désespérant en fait là-dedans. Mais et en plus de ça, avec la complicité des médias, désolé, mais si le mec qui gagne a pas besoin de faire campagne, ça veut dire que les médias font campagne pour lui. C'est ce que va faire Bardella, probablement, hein. J'espère que les autres vont pas s'inspirer. C'est ce qu'espère faire l'entièreté de la droite française, hein. C'est pour ça qu'il faut beaucoup regarder en direction du Chili là. Comment peut-on être pinochetiste qui conserve au Chili, je ne sais pas, un bon souvenir de Pinochet, sachant aussi qu'il y a beaucoup de jeunes qui, j'imagine, ont voté Caste alors qu'ils n'ont jamais connu Pinochet. Alors d'abord, vous avez raison en termes de sociologie électorale, hein, dès le premier tour, on le voyait, Caste, c'est d'abord un vote de jeunes, plus précisément d'hommes jeunes, et là on retrouve d'hommes jeunes craignant des formes de déclassement, observant notamment le contexte économique pas terrible des dernières années. Et là, on retrouve des données qui s'appliquent totalement au vote Trump, par exemple. Mais du coup, des hommes jeunes qui craignent du déclassement, c'est quoi? C'est qu'ils sont bourges ou c'est qu'ils ont vu leur salaire augmenter grâce à la gauche? C'est quoi le déclassement dont vous parlez? Il y a toujours eu dans la société chilienne une nostalgie de ces années-là. Pas une nostalgie du terrorisme d'État, mais une nostalgie de la prospérité. Est-ce que le pays était prospère sous Pinochet? Vous savez que le Chili, ça a été le berceau de la révolution néolibérale, et en dépit d'un certain nombre de crises, notamment au début des années 80, quand on regarde la trajectoire de temps long en termes de croissance du PIB, par exemple, du pays, indéniablement, c'est un pays qui a connu une très grande croissance au cours des 50 dernières années. Super, il y avait de la croissance, alors tout va bien. C'est génial. Il y avait de la croissance, donc Pinochet, c'est pas si mal. Et ça, il dit un truc qui est pas faux dans l'histoire du Chili, c'est que quand vous regardez un petit peu l'histoire du Chili, Pinochet, il a complètement liquidé l'opposition de gauche. C'est pour ça qu'il y a énormément de communautés, notamment en Europe et au Canada, d'exilés chiliens, Raquel Garrido par exemple, Christian Rodriguez, dont je vous lisais un des tweets sur le Venezuela la dernière fois, qui font partie de familles de gauche qui ont fui. Et en fait, une grande partie de la classe politique militante de gauche est partie en exil. Et donc tous les gens qui ont porté la mémoire, l'expérience aussi des camps de concentration de Pinochet, de la traque, de la répression d'État, etc., sont beaucoup partis. Après le retour à la démocratie, on a pas mal qui sont revenus, notamment beaucoup qui étaient restés sur le continent américain, donc notamment qui étaient partis au Canada. Il y en a certains qui sont
sont revenus, certains qui avaient réussi à rester soit en clandestinité, soit à arrêter, soit être en semi-clandestinité, c'est-à-dire arrêter leurs activités politiques tout en étant très surveillés par le pouvoir, qui sont restés et qui ont après pu recréer des partis, se représenter de nouveau à des élections, etc., etc. Mais il y a une espèce de non-transmission de cette mémoire-là de la résistance au Chili, parce qu'il y a aussi eu assez peu de résistance, parce qu'elle a été, en fait, il y a une doctrine de choc qui a été faite sur l'opposition, hein, encore une fois. Hein. C'est des scènes absolument atroces, encore une fois. J'avais des bouquins dont je vous avais parlé la dernière fois. C'était des trucs qui peuvent être racontés, par exemple, par Alberto Gamboa, qui était un journaliste et dessinateur chilien, qui s'appelle Un viaje por el infierno, donc un voyage en enfer, qui a été enfermé dans les camps de concentration de Pinochet, notamment le camp de Chacabuco. Et genre, il raconte et dessine en fait son expérience, notamment dans le tome 1, avec des dessins de son arrestation, de comment il a été, parqué au stade, parce qu'en fait le premier camp de concentration ça avait été le stade de foot de Santiago du Chili, et donc en fait il raconte vraiment étape après étape son interrogatoire, son tabassage et la torture qu'il subit dans le stade de Santiago, etc., par les mains de la police et de l'armée de Pinochet, etc., son enfermement au camp de Chacabuco et sa vie quotidienne en fait dans le camp de concentration, comment aussi il reste en fait en clandestinité même une fois qu'il en sort, avec des dessins absolument son style de dessin j'aime bien, c'est très, comment dire, c'est assez, je sais pas, la façon dont les visages sont dessinés, c'est assez viscéral quoi. Mais tout ça pour dire que toute cette mémoire là, c'est une mémoire qui, mine de rien, pratique les SAD pour les rafles à bassin. Il s'appelle comment ? Il s'appelle Alberto Gamboa. Le problème, c'est qu'en effet, Pinochet, comme c'est très bien expliqué là dans le truc, Pinochet a acheté aussi le silence de sa population par la projection de l'idée comme quoi, comme l'économie va bien, tout va bien. Et que finalement, est-ce qu'on a vraiment besoin de la démocratie quand, regardez, l'économie du Chili se porte bien si vous comparez aux autres, etc. C'est vraiment, mais parce que ça, c'est vraiment comment dire, c'est le contrat social, c'est presque le contrat social, fasciste, où ne soyez pas dupes que c'est pas parce qu'il y avait de la croissance sous Pinochet que les classes populaires étaient super prospères, que les populations notamment indigènes qui vivent un petit peu partout sur le territoire, hein, parce que rappel ça a été un territoire colonisé de base, hein, le Chili, que les populations indigènes qui sont des populations largement pauvres, largement ouvrières, que ce soit celles qui travaillent dans les mines dans le nord ou dans le sud, après l'agriculture elle est très latifondière aussi là-bas, enfin bref, mais que ces populations-là s'en sortaient pour autant mieux. Sauf qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire du Chili ? C'est qu'ils ont élu un président socialiste. 3 ans plus tard, ils se sont tapés un coup d'état militaire avec une dictature ultra brutale, ultra violente, avec une répression monstre de l'opposition, qui leur a dit globalement fermez vos gueules, prenez la croissance et fermez vos gueules. Et qu'au retour à la démocratie, il y a eu une forme. Alors évidemment que les responsables du régime de Pinochet ont été condamnés, certains sont encore en prison aujourd'hui, etc., etc. Mais il y a eu une espèce d'acceptation de la part notamment des classes moyennes qui ont émergé à peu près à ce moment-là, pour qui ça a été d'autant plus facile de relativiser les années Pinochet, quoi. Pendant la dictature et après, les gens se sont beaucoup dessus, pas très transmis. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, finalement, on parle très peu de Pinochet au Chili. Il y a toujours des villages qui sont asséchés par les tournements des rivières pour la culture, notamment de l'avocat. Ouais. Et puis ensuite, exactement. Et puis les médias, qui sont dans les mains des mêmes milliardaires qui ont fait fortune sous Pinochet et qui continuent de vanter les mérites économiques du miracle économique chilien qui a été un désastre. Mais c'est comme quand on vous parle de Milei et de son bilan économique qui est présenté par les médias libéraux comme « Ah, quand même, il y a de la croissance et les indicateurs macroéconomiques sont au vert », mais en réalité, la population continue de crever la faim, voire même toujours pire qu'avant, quoi. Devenir fasciste des petits bourgeois. Ah ouais. Et donc c'est pour ça aussi que les gens ils peuvent aussi facilement revendiquer Pinochet, quoi. Parce que finalement, dans leur tête, très peu de transmission, un immense tabou sur la dictature et aussi beaucoup d'exil, hein, beaucoup de gens exilés qui ne sont pas forcément revenus ou alors qui ont gardé des liens avec, etc., avec certains milieux de gauche, etc., mais qui sont quand même restés minoritaires dans un pays qui a connu une... Dites-vous, le retour à la démocratie du Chili, ça a été une rupture politique et une continuité économique. Et donc forcément, ça amène que des gens, ils peuvent d'autant plus facilement se dire c'était pas si mal Pinochet. Mais tout comme Milei qui évoque à beaucoup le dictateur Videla en Argentine, quoi. Et les gens se disent Videla c'était pas si mal après tout, vu que c'était avant la crise et que c'était avant qu'on ait l'hyperinflation. Spoiler alert, c'était quand même la pauvreté, quoi. Il y a toujours les dames qui réclament des membres de leur famille disparus. Oui, il y a
encore la question des disparus qui ne sont toujours pas retrouvés. Mais même des gens qui... On avait regardé, il y a 1 an de ça, je crois, je ne sais pas si vous vous rappelez, un documentaire sur le scandale de l'adoption internationale. Et un des exemples qui était montré dans le documentaire, c'était une dame chilienne adoptée en France qui recherche sa famille et qui découvre qu'elle a été adoptée illégalement au Chili à l'époque et qui découvre en fait qu'elle fait partie des disparus, que sa famille cherchait encore. Donc on cherche encore aujourd'hui des disparus qui probablement ont été adoptés illégalement à l'international, dans d'autres familles, etc., etc., quoi. Puis de ce que dit le monsieur, les abstentionnistes sont dirigés vers l'extrême droite. Oui, c'est ça. En gros, le Chili, c'est un tiers de gauchos ultra-déter qui se sont fait éclater par Pinochet, un tiers de normies débiles et un tiers de nazis libéraux. Ouais, c'est ça. C'est un bon résumé, Aurels. Évidemment, on ne peut pas dire ça sans préciser immédiatement que c'est aussi l'un des pays les plus inégalitaires du monde aujourd'hui et que c'est le prix à payer de cette croissance. Voilà, et c'est aussi ça, c'est que, encore une fois, le miracle économique chilien se fait encore une fois sur le dos de populations, mais d'une pauvreté confondante, hein, avec un tiers-monde complètement enclavé dans le Chili, quoi. Mais évidemment, quand tu vis dans les grandes villes, à Santiago, etc., à part te faire des frissons en disant que t'as un petit peu peur des pauvres, mais tu les croises pas, les pauvres, en fait. Mais elle vient aussi d'autre chose, ça c'est une idée à laquelle moi je tiens beaucoup, c'est qu'on n'a pas, ou du moins on a très peu jugé les responsables de la dictature. Et ça, je crois que c'est un élément assez important pour expliquer que ces formes de nostalgie puissent ressurgir périodiquement et que là, effectivement, elles se cristallisent avec l'élection de quelqu'un qui estime, et le dit très clairement, que le coup d'État de 73, que ce coup d'État, au fond, était légitime. Et voilà, et donc c'est ce qui se passe quand tu dénazifies pas ton pays. Bah les nazis, ils arrivent 30 ans plus tard. Ils reviennent à la charge. C'est vraiment le blueprint. Et on a pareil avec nos héritiers de nazis en France aussi, quoi. Bref. Est-ce que ça signifie, par exemple, qu'Allende, qui, en France, pour beaucoup de gens, passe pour un martyr, est-ce que Allende est oublié? Est-ce qu'au contraire, son bilan est noirci? Comment ça passe pour un martyr en France? C'est un martyr point barre, il s'est fait buter dans un coup d'état militaire. Après, j'imagine que oui, il est en mode, en France, on le considère comme un martyr, mais peut-être qu'au Chili... Ah, je sais pas. Je veux bien jeter le bon soupçon sur Guillaume Werner, mais fais gaffe à tes mots, frère. Quand on observait les résultats du premier tour des élections, il y a 3 semaines, on voyait que le critère générationnel était très important et que beaucoup de gens qui avaient voté Jara étaient plutôt des gens... Donc la candidate de gauche de la coalition progressiste étaient plutôt des gens plus âgés qui avaient une mémoire de la dictature et peut-être même de l'unité populaire. Alors, ce qui est intéressant dans votre question, c'est qu'on a vu en 2023, où l'on commémorait le 50e anniversaire du coup d'État du 11 septembre 1973, émerger un véritable révisionnisme historique, une relecture du coup d'État. Alors, il avait toujours existé, ce révisionnisme, au sein de l'extrême droite, en quelque sorte. Il était minoritaire dans le discours public, et on l'a vu émerger de manière beaucoup plus forte, avec l'idée selon laquelle, au fond, ce coup d'État était devenu inévitable. Alors, les vieilles questions qu'on connaît sur l'unité populaire, les gens ne pouvaient plus manger, il y avait des queues dans tous les magasins, il fallait absolument intervenir. Bon. C'est un discours que j'ai déjà entendu moi-même, parce que il se trouve que, disons, j'ai pu rencontrer la bourgeoisie chilienne dans ma vie, de par la bourgeoisie de ma propre famille. Et c'est ce qu'ils disent. Genre, ce genre de discours-là, c'était complètement ça. C'était, oui, mais Allende, quand même, il y avait de la misère. Et puis bon, il a quand même appauvri son pays, quand même, Allende. Hein, bon, faut pas trop... Voilà, ils étaient en mode, faut pas trop bander sur Allende non plus, parce que, quand même, son bilan, il a quand même beaucoup déstabilisé l'économie, vous comprenez, quoi. Et ça, c'est vraiment ce genre de discours-là, mais même avant les 50 ans, dans la bourgeoisie chilienne, un peu progressiste sur les bords, etc. Vous inquiétez pas que c'est le discours évident qu'on te sort dès que toi, Français, tu poses la question « Ah putain, Allende, dinguerie, qu'est-ce qui s'est passé ?» Mais parce que c'est un révisionnisme qui se transmet dans la bourgeoisie économique chilienne, tout simplement, quoi. Ce qui est certain, c'est qu'on a un discours révisionniste qui s'est conformé depuis plusieurs années, au Chili comme ailleurs, puisque ce sont des choses qu'on a parfaitement observées, par exemple, dans le Brésil de Bolsonaro, il y a quelques années. Est-ce que ça veut dire que, parce que donc le pinochétisme, ça n'était pas seulement une politique économique, c'était aussi une répression sanglante? Mais la politique économique est liée à la répression sanglante. Encore une fois, la croissance, mais c'est une croissance qui est une répression des pauvres. Le miracle économique chilien, c'est une continuation économique de la violence physique que Pinochet a imposée à ses opposants politiques. Ça a été
foutre encore plus bas que terre les pauvres qui avaient commencé à espérer de pouvoir s'en sortir grâce à Allende. Genre c'est aussi ça, moi c'est ça qui me frustre, c'est que on décorporalise autant l'économie. Non, l'économie a un impact sur les corps, presque autant que la répression policière. En Argentine, la vice-présidente, elle est fille de militaire, il me semble, et c'est clairement une négationniste de la dictature de Videla. Ah mais totalement, mais c'est pour ça encore une fois que Milei, je crois qu'il a eu des sorties, ou peut-être sa vice-présidente, je sais pas, mais sur le fait que oui, Videla après tout c'était pas si mal quoi. Alors, je ne suis pas certain qu'on soit encore dans le temps du terrorisme d'État qui était très lié à l'obsession anticommuniste des militaires latino-américains. L'une des grandes questions qui se posent, c'est est-ce que l'administration Cast va, par exemple, entrer dans des formes de violation de l'état de droit comme on peut en observer aujourd'hui dans le Salvador de Nayib Bukele. Ça veut dire, est-ce qu'il va ouvrir des camps de concentration? Dis les termes. Nayib Bukele, il a ouvert des camps de concentration sur son territoire. Et il en fait même la pub, la promotion internationale. Donc oui, il pose la question, est-ce que ce mec-là va ouvrir des camps de concentration au Chili? Est-ce que ça peut arriver au Chili? Personnellement, j'en doute, parce que c'est un pays qui a aussi quand même une longue tradition démocratique, qu'on a d'ailleurs très bien vu hier soir, avec le coup de fil immédiat de Boric à Cast. Attends quoi? Une longue tradition démocratique au Chili? Donc ils ont passé quoi? 73, 90... Ils ont passé genre une vingtaine d'années sous dictature et ils ont une grande tradition démocrate. Bah putain. Donc je ne suis pas certain qu'on puisse avoir un schéma à la salvadorienne. Après, c'est vrai que, encore une fois, c'est pas pour rien qu'on se branle la nouille sur les démocraties illibérales en Europe, etc. Je pense qu'un scénario à la Orban est bien plus probable, tu vois. C'est-à-dire qu'avec une répression d'une partie de l'opposition, en commençant notamment par la répression syndicale, où dès qu'il y a des mouvements sociaux, etc., pof, tu dis « Ah, mais ils ont violé le droit, etc. On va dissoudre ce syndicat et en gardant que des syndicats corporatistes à la botte des patrons, par exemple. » Donc c'est une façon d'éteindre l'opposition, hein, la répression syndicale à ce niveau-là, quoi. S'assurer de couper l'arbre sous le pied de l'entièreté de la gauche, qu'un mouvement social comme celui en 2019 n'arrive plus sous coup de répression, etc. On peut imaginer en effet beaucoup d'étapes d'autoritarisme avant d'en arriver au camp de concentration à la Bukele. Bien sûr. Après, au Salvador, beaucoup de gens ne se vivent pas en état non démocratique. Ah, mais bien sûr. Mais après ça, Heisenberg Knows, c'est un truc aussi qu'on a du mal à transmettre quand on parle de l'histoire, et notamment de l'histoire des dictatures. C'est que beaucoup de gens qui vivent dans des dictatures ne se considèrent pas comme vivant dans des États non démocratiques ou quoi que ce soit. C'est un truc qui est assez fréquent parce que tout simplement, tu continues de vivre dans une situation autoritaire. Donc en vrai, c'est un truc finalement qui est beaucoup plus commun qu'on ne le pense. Peut-être Rivet, il a une société civile plus constituée qui serait un frein à la mise en œuvre d'un régime type Bukele, Gramsci, tout ça. Peut-être. Et peut-être aussi, tout simplement, la brutalité économique est suffisamment permise par les règles du jeu en place au Chili pour ne pas tant avoir besoin de ça. Les médias ont eu suffisamment une assise dans le pays tellement qu'ils ont déterminé entièrement l'élection pour avoir besoin suffit d'avoir une propagande médiatique intense. De toute façon, les gens ils sont très contents de faire une propagande médiatique intense pour toi, pour définitivement enterrer ou garder une opposition de gauche en la maintenant vaguement à flot, mais qu'elle ne menace jamais d'arriver au pouvoir, quoi. Pareil, t'as juste à mettre des fidèles dans les cours constitutionnels comme Orban a fait en Hongrie, t'as pas besoin de faire des dingueries. Le système ensuite il est contrôlé, tu peux même garder les élections si tu veux. Oui, c'est ça, tu peux garder les élections. Tant que tu as tes sbires qui sont à la tête de toutes les cours constitutionnelles, des trucs comme ça, qu'est-ce qu'ils veulent faire en face, quoi. Caster une personnalité flamboyante comme Bukele? Ah, pas du tout. Absolument pas. C'est plutôt quelqu'un d'extrêmement terne, et d'autant plus que, je vous dis, il a fait relativement peu campagne. Alors, Cast, on insiste beaucoup. C'est le fils d'un ancien nazi. Moi, j'aime pas trop insister là-dessus parce que je crois qu'on n'est pas responsable des engagements de son père. Oui, mais bon, quand t'es fils d'un ancien nazi et qu'après t'es pour la dictature de Pinochet, je pense que même si t'es pas responsable des engagements de ton père, t'as quand même bien écouté ce qui t'a appris le papa, quoi. En revanche, ce qui est certain, c'est que il a toujours exprimé un soutien tout à fait explicite à ce qu'avait été la dictature. Son frère a été un ministre de Pinochet. C'est un catholique ultra conservateur, 9 enfants, une certaine idée hyper traditionnelle de la famille, dans un pays, par exemple, qui, de ce point de vue-là, a connu de nombreuses transformations avec un féminisme hyper puissant. Donc il est aussi probable qu'on va voir, à l'installation de Cast en mars prochain, des mouvements sociaux réapparaître. Et donc voilà comment le Chili est retourné aux mains des pinochetistes. La gauche française s'est déchirée sur ce sujet. Ça a fait débat chez nous. Est-ce que c'est la faute à la gauche si le nazi il est au pouvoir? Oh là là, mais comment osez-vous dire qu'elle était de centre-gauche car elle est communiste? Bref, est-ce que la gauche est responsable de la montée de ce nazi au pouvoir? Et en vrai, c'est compliqué.
Bon, dans la Ils ont un première peu tort partie, quand même. ils ont un peu tort et un peu raison. Mais ils ont raison d'avoir tort. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Après, ils ont un peu tort d'avoir raison d'avoir tort. Mm. Mais bref. Donc ça a commencé avec un tweet de Clémence Guettet. Au Chili, le centre-gauche est balayé au second tour de l'élection présidentielle. Le vainqueur est un homme d'extrême droite, admirateur du dictateur sanglant Pinochet. Son père était un membre du parti nazi allemand et a combattu pour Hitler. Après une victoire historique en 2022, le centre-gauche n'a rien incarné, tout promis et tout trahi. De la révolution citoyenne au partage des richesses. Elle paye le prix de ses renoncements et de son refus de changer la société. Les peuples latino-américains sont menacés par le fascisme et les menaces des États-Unis. Gloire à ceux qui résistent, de la Colombie au Mexique. Forcément, il y a pas mal de gens qui lui sont tombés dessus. Donc voilà, Rémi Marcel qui dit serait injuste de résumer uniquement la victoire de Cast au Chili à l'échec de Boric. C'est aussi le résultat de plusieurs décennies de matraquage médiatique sur des chaînes qui appartiennent à des familles qui se sont gavées sous Pinochet. On allait même à la maison. C'est vrai. En fait, c'est pas faux de dire ça. C'est vrai que oui, c'est pas uniquement, certes, le gouvernement de Boric a trahi pas mal de promesses, a fait pas mal de concessions, de reculades, etc. Mais ça, c'est l'histoire de la gauche absolument partout, en fait. Et la campagne médiatique a eu son importance. Mais le problème, c'est que ça reste un peu faible de dire ouin ouin, les médias ont fait gagner le fascisme. Et c'est pas la faute à la gauche, promis, la gauche n'a rien fait. Parce que ça fait un peu en mode oui, ok, d'accord, donc ça sert à rien de se battre parce qu'il y a les médias derrière, quoi. En vrai, si t'es un militant, tu peux pas te contenter de les médias sont méchants. Parce que t'as quand même une marge de manœuvre politique dans une campagne et que si tu envoies le message de c'est les médias qui ont fait gagner l'extrême droite, dans ce cas, ça sert à rien de militer, tu vois. Donc, c'est pour ça que je dis que Clémence Guettet a raison d'avoir tort. C'est que, ok, oui, mais bon, on peut pas non plus laisser de côté ce sur quoi, à gauche, on a de l'impact et ce sur quoi on peut agir. C'est-à-dire, est-ce que la gauche est suffisamment désirable pour vaincre l'extrême droite? Frustrant parce que la gauche doit bosser pendant que la droite a rien à faire, mais c'est comme ça. Bah oui, c'est la double peine. Être un militant de gauche, quoi. Les gauchistes sont en mode tuto pour démoraliser les militants. Bah ouais, c'est ça. Donc en vrai, c'est pour ça que je dis que la France Insoumise a raison d'avoir tort. Et c'est là où on arrive à comment est-ce que le reste de la gauche s'est engouffré dans ce débat-là. Donc il y a notamment Olivier Faure qui a co-tweet Clémence Guettet. À force de vouloir coller un filtre sur la réalité, on finit toujours par dire n'importe quoi pour tenter de discréditer par analogie tout ce qui n'est pas LFI. La réalité est que Jeannette Rada est communiste, ce qui n'en fait pas une candidate de centre-gauche. Là, tu l'as Le grave bien. Boric, dont elle fut la ministre, est celui qui a augmenté le salaire minimum, réduit le temps de travail à 40 heures, fait adopter la retraite par répartition. Reste qu'un grand pays comme le Chili lui a préféré un admirateur de Pinochet, et c'est un désastre. Je manque un peu de bégaiement, je suis d'accord. Donc, et en vrai, ça c'est un peu un problème, tu vois, genre, ok d'accord, certes, ils ont augmenté le salaire minimum, ils ont réduit le temps de travail, ils ont fait adopter la retraite par répartition, certes, il y a eu ça, mais ça n'empêche pas que ça reste le centre-gauche. C'est pas grave de dire que c'est le centre-gauche, car c'est le centre-gauche. Boric n'a pas nationalisé d'industrie, que je sache, tu vois, genre, il y a pas, enfin, tu sais, il y a pas eu de, comment dire, ils ont fait un programme socialiste, encore heureux, tu vois, mais est-ce que ça suffit pour dire que c'est méchant de dire que c'est le centre-gauche? Parce que du coup, ce qui a été beaucoup reproché à Clémence Guettet et à la France Insoumise en règle générale, ça a été de qualifier la candidate de la gauche comme une candidate du centre-gauche, social-démocrate, etc. Ils disent mais comment pouvez-vous dire ça? Elle est communiste. Oui et non, c'est-à-dire que C'est mon tweet, ça. comme dit bien Raz, il a raison, par exemple, en France parler de centre-gauche pour Fabien Roussel n'aurait aucun sens puisqu'il est au Parti communiste. Merci Olivier de rétablir la vérité. Et Clémence Guettet aussi qui dit il y a socialiste dans le nom de votre parti et ça n'a pas empêché la politique de Monsieur Hollande. Parce qu'en fait c'est ça, c'est que tu pourrais aussi très bien dire que oui, François Hollande a fait des trucs pas mal sur le plan social, etc. Oui, mais en attendant, bon, Hollande a quand même permis l'extrême droite de monter. Mais bon, bref, on va pas comparer Boric à Hollande. Mais c'est que tu as aussi un truc où il y a deux choses là-dedans. C'est que dans la campagne, son appartenance au Parti communiste lui a été reprochée. Je rappelle qu'on n'est pas loin de l'anticommunisme primaire qu'il y a au Chili, l'héritage de Pinochet, etc., etc. Il y a un anticommunisme vénère au Chili, qui reste dans la structure économique, qui, rappelons-le, n'a pas changé depuis Pinochet, encore une fois, rupture politique, absence de rupture économique. Donc là-dedans, l'anticommunisme est extrêmement présent au Chili. Mais ce serait faux de dire que le Parti communiste chilien est particulièrement gauchiste, ou alors est plus à gauche que le Parti communiste français. Et en fait, c'est aussi ça un petit peu qui est délicat, c'est que la vérité, c'est que Jeannette Rada, elle a passé un petit peu sa campagne à rassurer les gens de dire « Non mais certes, il y a communiste dans le nom de mon parti, mais vous inquiétez pas, je suis la candidate du centre-gauche, on a une grande coalition du centre-gauche, c'est génial, c'est la gauche plurielle, n'ayez pas peur de moi parce que je suis communiste, je suis avant tout de centre-gauche. » Donc elle a passé toute la campagne à essayer de rassurer les gens, en partie aussi parce que le mot communiste dans le nom de son parti était un argument de matraquage médiatique qu'il y a eu contre elle,
mais aussi en partie parce que ça la dérangeait pas de se présenter un peu plus centrale, de jouer son élection au centre-gauche aussi. C'est-à-dire que si elle avait été en mode non, il faut mener une campagne radicale pour approfondir les progrès sociaux, parler du prolétariat, parler de machin, et on est communiste et c'est pas grave, etc., elle l'aurait fait. Alors peut-être que les autres partis de la coalition n'ont pas voulu de ça, on va en revenir pour les gens qui se plaignent des primaires, etc. Mais en fait, comme beaucoup, quand la gauche est attaquée, elle a eu le réflexe qui est typique du centre-gauche, c'est de mettre sa tête dans le sable et de dire non mais me tapez pas, je vous ressemble un petit peu, oui, ne vous inquiétez pas, je suis normal, je n'ai pas le couteau entre les dents, quoi. Donc c'est-à-dire elle a énormément cédé à la campagne médiatique aussi. Et donc ça indique aussi une certaine faiblesse d'une gauche qui peut-être ne s'assume pas assez. Et donc c'est ce que dit Christian Rodriguez. Donc Christian Rodriguez, je vais vous le rappeler, qui était militant du MIR, qui était donc un parti trotskiste très à gauche sous Pinochet, qui a été enfermé par le pouvoir de Pinochet, qui a été libéré grâce en partie à l'action diplomatique qu'avaient mis en place Mélenchon et d'autres élus du Parti socialiste, du Parti communiste en France, etc., qui ont permis de sortir pas mal de prisonniers politiques de prison et de leur accorder un statut et de les amener en France. Donc Christian Rodriguez, c'est pas n'importe qui. Pinochet, il l'a connu. La gauche aussi, il la connaît. Genre, évidemment, c'est un des conseillers de Mélenchon, c'est un peu le diplomate latino-américain, un peu de la France insoumise. Mais il sait ce que c'est que la gauche, il connaît le Chili et il sait ce que c'est que Pinochet, tu vois. On peut pas lui faire le reproche d'être juste un gauchiste mélenchoniste qui sait pas de quoi il parle. Donc voici 10 extraits où Jara affirme avec fierté être une candidate du centre-gauche. Soy la candidata de la coalición de centro-izquierda del país. Enfrentamos una primaria, la ganamos con toda la vocación démocratique. Donc oui, il rappelle qu'ils ont fait une primaire. Déjà, donc évidemment, alors du coup, tous les insoumis étaient en mode voilà ce qui se passe quand vous faites des primaires, etc. Et tous les gens qui étaient en mode vous n'avez pas honte, ce n'est pas le moment de se déchirer car c'est terrible, il y a le fascisme en face, etc. Bref, donc, évidemment. Mais donc ils ont fait une primaire, elle a gagné la primaire et elle a passé ensuite toute la campagne à faire la campagne au centre et à dire je suis de centre-gauche, je suis de centre-gauche, je suis de centre-gauche. Elle aurait très bien pu dire je suis de gauche, parce que centre-gauche ça reste à gauche. La centroizquierda chilena. Me siento muy feliz por este resultado porque ha sido muy importante que la centroizquierda chilena haya podido organizar una primaria. Esto con la mano izquierda tienes que sacar Siempre a la izquierda. Siempre. Es la del corazón. Siempre la centroizquierda. Ah, ça, même ça, tu vois, même quand elle fait des blagues sur oh là là, la main gauche, elle dit centre-gauche, centre-gauche. Donc, qu'elle soit de gauche ou de centre-gauche, mais du coup, du centre-gauche, on va le dire, on va l'assumer, puisque la candidate elle-même le dit, il y a eu une stratégie de donner des gages de respectabilité en disant ne vous inquiétez pas, on n'est pas tant de gauche que ça. C'est ça, c'est pas de la stratégie LFI, quoi. Pour moi, cet extrait, il dit absolument tout, tu vois. Que, genre, à tous les moments, elle essaie à tout prix de rassurer et de mettre aussi une distance entre la gauche et le centre-gauche. C'est pour ça qu'en réalité, cette coalition-là, c'est plutôt la coalition PSE, LV, PCF. Et oui, bah oui, le PCF est dans cette coalition-là parce qu'ils sont plus à droite que la France insoumise, oui. Siempre a la izquierda. Siempre. Es la del corazón. Siempre la centroizquierda. Conquistar más corazones y conciencias para poder gobernar, ¿cierto?, desde la centroizquierda. Es venir a contribuir a la primaria de la izquierda chilena y ojalá que sea de la centroizquierda. Esta carga que se... Mais donc du coup, Et donc, je suis venu participer à c'est cette le primaire. bozo Olivier Faure. Bah oui, et surtout genre, elle dit je suis venu venue participer à cette primaire de la gauche et je l'espère du centre-gauche. Donc c'est vraiment, il y a eu cette stratégie. Bref, c'est notre gauche des losers, c'est la gauche des losers. Et oui, et Olivier Faure, oui, il est en mode pourquoi vous dites qu'elle est de centre-gauche, c'est méchant LFI. Bah oui, genre apprenez l'espagnol, je sais pas, ou regardez les sous-titres. Guettel tweet pas trop au hasard, mais oui je sais, mais c'est pour ça que, bien sûr, c'est pour ça que je suis d'accord tout en étant pas d'accord, tout en étant d'accord avec le fait qu'elle soit... elle a raison d'avoir tort et en même temps elle a tort un petit peu d'avoir raison d'avoir tort, mais in fine elle a quand même raison d'avoir tort d'avoir raison d'avoir tort. Vous comprenez pourquoi je dis ça? C'est que oui, le poids des médias est très important, mais on a eu aussi Guettel forcément basé. Guettel va aller chercher Trump et Poutine et leur dire arrêtez. Mais on a eu aussi en face... Clémence basé. Il y a les médias, il faut pas sous-estimer ça, il faut pas sous-estimer les puissances, etc. Mais il faut pas aussi sous-estimer que c'est pas comme ça que tu fais une campagne à gauche, c'est pas en essayant de rassurer tout le monde que t'es pas si de gauche que ça, parce que bah, alors si t'as encore un électorat populaire dans ton pays, bah il va partir, tu vois. Si tú lo ves hoy día, no tiene tanto sentido porque en general que se pone chilena y ojalá que sea de la centroizquierda. esta carga que se Cette charge pone qui est respecto lancée del par Partido rapport au Parti Comunista, si tú lo ves communiste, hoy si día, vous le voyez aujourd'hui, no tiene tanto ça sentido n'a pas porque tellement en de sens, general parce qu'en es parte général, del c'est ideario del parti de l'idéal du progresismo y la progressisme du centre-gauche chilien. Le Parti communiste, tu vois, encore une fois, elle s'est fait intensément attaquer parce qu'il y a communiste dans le nom de son parti, comme elle a le passé son PCF, temps en à fait. dire, vous inquiétez pas, je suis de centre-gauche, je suis pas communiste. Leur parti communiste, il est comme le Oui. PCF français, quoi, c'est tout. Oui, c'est ça.
Mais t'as plein de partis communistes qui sont. Je m'étais renseigné sur je sais plus quel parti. Bah là, justement, je crois que c'est quand il y avait eu les révoltes au. Putain, le pays où il y a eu les drapeaux One Piece. Il y en a eu beaucoup. Népal? Ouais, au Népal, c'est Ouais. ça, les gens étaient en mode Oui. Je vous signale qu'ils se révoltent contre les communistes, les gauchistes, donc vous ne devriez pas être contents. Mais en fait, c'est pareil. C'est Bah des oui. communistes qui ont turbo trahi et t'as un autre parti communiste qui était turbo pour les révoltes et tout. Bien tu vois. sûr. C'est communistes Donc, corrompus contre communistes d'opposition. Voilà, quoi. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Izquierda chilena. De destacar los avances que hemos tenido cuando ha gobernado la centroizquierda del país. Que yo no soy vocera del PC, yo soy candidata a la presidencia de la centroizquierda chilena. Tiens, je suis candidate à la présidence du centre-gauche chilien. C'est vraiment, encore une fois, c'est son Nosotros élément de somos langage. herederos de muchos gobiernos y en particular yo que provengo del sector de la centroizquierda reconozco en Boric, en Bachelet, en el mismo presidente Lagos, en Frey incluso, en Elwin, grandes aportes. Là, elle cite tous les présidents PS mou. Enfin, là, c'est comme si, oui, c'est comme si Fabien Roussel disait qu'il était l'héritier de François Hollande et de Lionel Jospin. Ce qu'il a dit plein de fois, oui. Donc c'est comme le PCF, voilà. Donc en vrai de vrai, oui, c'est le centre gauche. On peut pas non plus se voiler la face en se disant c'est une gauche de combat qui a été battue par le fascisme à cause des médias. Non, c'était pas une gauche de combat. C'est une gauche qui s'est cachée derrière son petit doigt pendant toute la campagne. Et comme c'était expliqué tout à l'heure dans le truc de France Culture qu'on regardait, en face, l'extrême droite a même pas eu besoin de faire campagne parce que tu avais une gauche qui se cachait derrière son petit doigt et qui a dit il faut continuer les avancées sociales dans le sens de toutes les avancées sociales des gouvernements de gauche molles de notre pays. Et puis c'est vrai que l'insécurité, c'est très difficile parce que aussi il y a eu le thème de l'insécurité dont ils n'ont pas réussi à aller à l'encontre dans aussi leur campagne. Il faut poser aussi la question de quelle campagne a fait la gauche. Et pour aussi poser la question de quelle campagne il faut surtout pas faire quand t'as le fascisme qui arrive au pouvoir. Comme avec Kamala Harris. Un petit peu. Alors évidemment, c'est pas comparable à Kamala Harris. La gauche chilienne, c'est pas le Parti démocrate non plus. Il faut savoir raison garder. Mais oui, un petit peu à la Kamala Harris. De se dire, on va gagner en étant raisonnable et en draguant le centre. Mais comme le Parti socialiste, en fait. Enfin, la technique du Parti socialiste, ça a été toujours de faire un premier tour à gauche et un second tour au centre. Et c'est comme ça que tu finis par avoir un gouvernement centriste, du coup. Vu que le tour décisif pour ton élection, c'est que toi qui as fait que des gages à la droite. Voilà, quoi. Et où est-ce que je vais finir? Donc voilà, donc ça a beaucoup fait débat dans le Twitter de gauche. Et en vrai de vrai, si tu reviens au tweet initial de Clémence Guettet, le centre-gauche est balayé. Le centre-gauche n'a rien incarné, tout promis et tout trahi, de la révolution citoyenne au partage des richesses, elle paye le prix des renoncements et de son refus de changer la société, t'es un petit peu obligé de lui donner raison, quoi. Parce que si même dans leur campagne, ils n'ont pas su assumer qu'ils étaient de gauche, mais alors, qu'est-ce qu'ils ont assumé? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas assumé d'autre? Des super promesses du mouvement de Gabriel Boric. Parce que, rappelle encore une fois, Gabriel Boric, il vient des mouvements étudiants, vénères, de 2019, où ça foutait le sbeul, ça faisait la révolution citoyenne, etc., etc. Oui, après, il s'est tapé une note de la communauté. Jeannette Jara n'est pas une candidate de centre-gauche, comme l'affirme ce tweet, mais une candidate du Parti communiste du Chili. Et ils ont une faucille, un marteau, attention. Hein. Bref. Donc voilà qui conclut un petit peu ce tour d'horizon sur ce qui s'est passé au Chili et qui doit rester encore une fois. Ça ne veut pas dire que c'est la seule raison pour laquelle la gauche a perdu. On peut très bien se dire si la campagne avait été mieux menée, peut-être que. Et en même temps, d'un autre côté, t'imagines, c'est encore une fois ce qui a été expliqué sur France Culture, c'était la première élection depuis que le vote était obligatoire. Donc c'était une élection de conquête. C'est une élection où t'avais plein de gens qui jusqu'ici ne votaient pas, donc des abstentionnistes, qui allaient être sortis du coup de force de l'abstention. Donc le fait qu'on ait vu une campagne timorée qui se cache derrière son petit doigt, au lieu d'une campagne triomphante qui va aller chercher ces abstentionnistes et qui va aller les politiser à gauche et les alimenter dans la croyance en un futur plus juste, etc., c'est aussi une donnée électorale très importante. Ça veut dire qu'ils ont eu toute une opportunité politique de faire une campagne de conquête qu'ils n'ont visiblement pas fait. Et que cette conquête est arrivée à l'extrême droite. Après, peut-être que aussi on sous-estime le degré de droitisme du Chili. Je vous renvoie à la première partie. Le Chili reste un pays qui est très ancré à droite. Mais du coup, c'est la responsabilité de la gauche de contrer ça. Pas de l'extrême droite de se taire et de surtout pas se présenter. Donc voilà. Hop, et avant de partir, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager. Comme d'habitude, ça aide à faire tourner l'algorithme. Et si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Stream Elements qu'il y a dans la description de cette vidéo. Allez, cette fois, je vous laisse.